Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fiona, je suis éducatrice spécialisée et je suis secrétaire adjointe au sein de l'association Nous Toutes 59 Valenciennois. Aujourd'hui, comme vous l'a annoncé l'INSEE dans la précédente vidéo, je vais vous parler de la dépendance affective. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce qu'il est lié aux violences. Je vais donc durant cette vidéo me placer du côté de la victime qui est dépendante affective. Je vous explique le lien avec les violences et ensuite je vous explique ce qu'est concrètement la dépendance affective, comment elle se construit et comment on en sort. Alors il faut savoir que lorsqu'une personne présente une dépendance affective, il est plus facile d'avoir de l'emprise sur elle. Et d'ailleurs on le voit car souvent elles sont sous emprise de personnalités de type narcissique, perverse ou manipulatrice. Pourquoi? Car la personne qui présente cette dépendance affective va essayer de satisfaire toutes les attentes du partenaire qui va être de plus en plus exigeant. C'est ainsi qu'il va enfermer sa victime dans la relation et la faire sienne. À partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives telles que l'humiliation, les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences économiques et même les violences administratives. La personne violente va exercer son pouvoir sur la victime et son arme, parce qu'il aura bien compris le fonctionnement de sa victime, ce sera le chantage affectif. Ça va renforcer l'emprise car souvent la victime va y voir des preuves d'amour. Et c'est là qu'on peut entendre de la part de la victime, par exemple, s'il a été violent, c'est parce qu'il était jaloux. Ça veut dire qu'il m'aime. Alors je profite pour faire une petite aparté. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour. C'est important que dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, parentale, peu importe la nature du lien, chaque individu doit pouvoir être et se sentir libre. Personne n'appartient à personne. On peut aussi entendre il a été violent parce que je ne devais pas parler à cette personne. Ou c'est normal qu'il se soit énervé contre moi, s'il ne l'avait pas fait, c'est qu'il ne tient pas à moi. Bah non, en fait, la personne n'aime pas, elle a soit son pouvoir de domination. Alors qu'est-ce que la dépendance affective? C'est un trouble du lien affectif qui a pris sa source dans l'enfance. Il s'agit d'un lien qui a été rompu, dysfonctionnel ou inexistant avec la mère ou la première figure d'attachement. La dépendance affective devient problématique à partir du moment où elle génère de la souffrance et entrave le bien-être individuel et le lien affectif. Ce lien que l'on construit dans les premières années de notre vie va se répartir en 3 types. Alors le premier type, c'est un lien totalement ok, c'est le lien d'attachement sécure. Donc la mère a été, ou la figure d'attachement a été suffisamment bonne et a assez sécurisé l'enfant pour qu'il puisse se développer correctement. Ensuite, il y a les 2 autres types de liens et c'est ceux-là qu'on va retrouver chez les dépendants affectifs. Le lien d'hyper-attachement, donc l'enfant il va avoir besoin d'une ultra-présence de la mère ou de la figure d'attachement. Il se sentira en insécurité lorsqu'il ne la verra plus et il ne fera pas ses choix par lui-même. Ensuite, il y a donc le deuxième type, l'attachement d'évitement. L'enfant va avoir besoin de sa mère, mais il va tout faire pour ne pas lui montrer et pour paraître autonome, en oubliant ses propres besoins. Ces 2 types d'attachement, donc dans ces 2 types d'attachement, on va les retrouver chez des personnes qui ont été victimes de violences dans l'enfance. C'est important pour moi de vous dire ça parce que ça montre tout l'impact de la violence sur toute notre vie entière. Et ça montre aussi l'importance de la non-violence éducative et du fait qu'on doit vraiment impérativement apprendre l'empathie, la gestion des émotions, la bienveillance, le respect, tout ce qui va éliminer les violences dès le plus jeune âge. J'en profite pour vous dire que c'est un mécanisme de défense, ça n'est donc absolument pas de votre faute. Ces 2 types d'attachement, ils vont créer chez l'enfant une notion de vide et en fait c'est ce vide qu'on va essayer de combler dans nos relations futures. Alors comment cette dépendance elle s'installe dans nos relations à l'âge adulte? Je vais vous montrer le cercle vicieux de la dépendance affective qui a été créé par une psychologue. Donc je vais vous expliquer, comme je suis chez moi, je n'ai pas de tableau, donc je vous ai fait un petit truc, j'espère que vous allez bien voir. Donc je répète avant de vous expliquer ça, parce que je vais donner certains exemples, que c'est un mécanisme de défense et donc que ce n'est absolument pas de votre faute, c'est la façon dont notre cerveau s'est construit afin de survivre à notre histoire. Donc je vous montre. Alors je vous ai dessiné le cercle vicieux de la dépendance affective.
Alors, dans un premier temps, on va avoir 5 phases. La première phase, donc c'est celle-ci. Alors la première phase, c'est la phase d'obsession autour du besoin affectif. Ça veut dire que on monopolise notre pensée, elle est téléguidée par le manque, c'est-à-dire, si je vous donne des exemples, euh, euh, on va ressentir que la personne, elle s'éloigne, par exemple, la personne avec qui on est en lien, elle s'éloigne. Si par exemple elle répond pas à nos messages, on va se demander pourquoi elle répond pas à nos messages. Ça fait 2 heures qu'on attend, mais qu'est-ce qui se passe? Et inconsciemment, on va sentir ce vide intérieur qui va nous permettre de passer en phase 2, qui est la stratégie pour le passage à l'acte. C'est-à-dire que la tension interne, elle devient de plus en plus forte, on ressent de plus en plus fort le vide intérieur, si la personne n'est pas présente, si elle ne nous répond pas, si on est fâché avec elle, enfin peu importe. Et donc on va passer en phase 3, qui est ici, donc le passage à l'acte. Alors le passage à l'acte, c'est le sentiment de plaisir et la perte de contrôle. Donc par exemple, on va inconsciemment toujours mettre en place quelque chose pour ne plus souffrir sur le moment, sur l'instant, pour ne plus ressentir ce vide. Et par exemple, si la personne ne nous répond pas, on va faire quoi? Eh ben, on va passer à l'acte en lui envoyant des messages, par exemple 10 messages en lui disant mais pourquoi tu me réponds pas, mais qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu fais la tête, je comprends pas. Et parfois même ça va générer de la colère chez nous, et donc on va peut-être dire des choses qu'on pensait pas et on va regretter, et du coup on va passer à la phase 4, qui est l'apaisement et la culpabilité. Alors l'apaisement qui vient juste d'apaiser la souffrance du vide intérieur parce qu'on a agi, mais en fait on va culpabiliser en voyant la réaction de la personne en face avec qui on est passé à l'acte. Alors du coup on va avoir un sentiment de plaisir, et puis d'un coup hop on va perdre le contrôle. Et donc, on va passer en phase 5, qui est le manque. Alors là, ça va générer de l'anxiété chez nous, de la peur, le sentiment d'impuissance. Et en fait, on va perdre pied parce que justement, la réaction que la personne va avoir, elle est absolument pas adaptée à ce que nous, on aurait aimé avoir. Et donc, elle va pas du tout nous sécuriser, cette personne en face, puisqu'elle va être aussi dans l'insécurité. Donc du coup, on va repasser en phase 1, qui est l'obsession autour du besoin affectif. On va se reposer des questions et remettre des choses en place pour encore enlever cette souffrance interne qui est présente, et on va repartir en phase 2 et en phase 3 et en phase 4 et en phase 5, et jusqu'à ce qu'on prenne conscience que en fait notre mécanisme, ça fonctionne pas. Alors, pour résumer, ce cercle vicieux, il va être causé par une carence affective qui se présente sous la forme de comportements fusionnels ou isolateurs, de tabous, des besoins affectifs fondamentaux. Donc par exemple, on va pas parler de ce qu'on ressent dans la famille, on va pas parler de ce qu'on ressent, de nos émotions dans la relation de couple, on va pas parler non plus des émotions dans la relation avec notre ami, ou enfin peu importe le type de relation, ça va générer cette dépendance affective. Il y a aussi les blessures et traumas comme les violences, le rejet, l'abandon, le schéma dysfonctionnel à répétition, le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Tout ça, il va entretenir le cercle vicieux. Donc cette façon de fonctionner avec le cercle vicieux, ça va générer chez 80% des gens environ de l'anxiété. Et c'est ce qu'on appelle les tags. Donc tag pour troubles anxieux généralisés. D'ailleurs, parfois, ça peut aussi conduire la personne vers d'autres dépendances. C'est ce qui va lui permettre justement d'anesthésier cette souffrance qui est présente tout le temps. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous expliquer comment on sort de la dépendance affective. Et c'est la partie que je préfère. Alors d'abord, si vous vous reconnaissez, bravo, parce que vous venez de faire 50% du travail de réparation en prenant compte. Parce qu'on ne change que ce dont nous avons conscience. Alors ensuite, c'est important d'avoir des relations qui sont saines. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de trouver des choses qui nous font plaisir, qui nous procurent de la joie, mais qui ne dépendent pas des autres. C'est-à-dire retrouver sa liberté intérieure,
ce qui nous fait plaisir et ce qui dépend simplement de nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire quelque chose que je n'aime pas, mais qui plaît à l'autre. Donc pour lui faire plaisir, bah, je vais le faire quand même. Bah non, en fait, ça entretient le cercle vicieux de faire ça. Donc du coup, c'est hyper important de penser à ses besoins. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de reconnaître les difficultés que cette dépendance engendre au quotidien. Donc par exemple, vous pouvez prendre une feuille, un papier, et à chaque fois que vous êtes dans une relation comme ça de dépendance ou que vous êtes dans ce cercle vicieux, si vous arrivez à vous y retrouver, vous pouvez prendre une feuille et noter vraiment toutes les difficultés que ça occasionne chez vous, dans votre lien, dans votre famille, avec la personne avec laquelle vous êtes en lien et vous êtes dépendant affectif. Et donc du coup d'écrire donc les difficultés et ce que ça vous fait vous à l'intérieur, qu'est-ce que vous ressentez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de prendre conscience de ses besoins intérieurs. Donc quand vous notez, réfléchissez à ce qui vous fait mal quand ça se passe, quand cette situation se passe. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre à vos besoins en fait. On est vraiment les seuls à pouvoir répondre à nos besoins et à savoir ce dont on a vraiment besoin. Et donc ça, c'est un travail qui se fait petit à petit, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, mais ça marche, ça fonctionne vraiment pour sortir de ça. En fait, c'est hyper important de s'investir soi-même avant d'investir les autres. Donc pour entrer sur ce chemin de réparation, le conseil que je vous donnerais, c'est aussi d'aller en psychothérapie. Alors, pourquoi? D'abord pour avoir votre espace de parole, de soutien et de confidentialité. C'est vraiment hyper important pour être aussi reconnu en tant que victime, par exemple, par quelqu'un qui a les compétences et qui va pouvoir mettre des mots sur votre souffrance. Ensuite, pour aller chercher l'enfant que vous étiez et lui redonner ce qu'il vous a manqué, à savoir un attachement sécure. Et donc le thérapeute, en fait, il va servir de transfert, de figure de transfert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à travers la thérapie, le thérapeute ou la thérapeute, revivre vos relations et les réparer, et surtout en comprendre les difficultés et les mécanismes. Donc la relation saine avec le thérapeute, elle va aussi permettre de rééquilibrer nos manières de fonctionner. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère avoir été assez claire et que cela ait pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Je prendrai un temps pour y répondre avec bienveillance et non jugement. Vous pouvez retrouver Betty ce vendredi en Facebook Live sur le thème des violences physiques. Vous pouvez déjà préparer vos questions et les envoyer, ou alors vous pouvez directement lui poser des questions lors du live vendredi. Prenez soin de vous, à bientôt pour une autre vidéo.